Bonjour à tous. C'est toujours un peu embêtant parce que je porte toujours un peu deux chapeaux, à la fois comme coordonnateur au sein du regroupement interrégional gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent et je suis aussi membre du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste. Et je ne peux pas toujours me diviser et dire, ben là je suis un scientifique, là je suis un intellectuel, un universitaire, un père de famille, un citoyen, j'habite à telle ville, c'est toujours un peu difficile. C'est pour ça que peut-être que la présentation va vous paraître un peu disparate. Une courte présentation. Le regroupement interrégional, c'est vraiment des citoyens de tous les horizons qui ne se connaissaient pas au départ. Des citoyens qui sont nécessairement convaincus, parce que pour prendre la parole publiquement, c'est pas facile. Surtout quand tu n'as vraiment pas l'habitude, tu n'as jamais fait ça de ta vie pratiquement. C'est des gens qui sont convaincus. Des gens qui sont mobilisés. Et les porte-paroles de ces mouvements-là, de ce mouvement-là, c'est, il y a eu M. Fortier, il y a eu moi, M. Jacques Tétrault. Je ne sais pas si c'est un hasard ou non, mais nous trois, nous étions un peu les conférenciers de ce regroupement-là. C'est nous qui allions rencontrer la population dans les petites municipalités, exposer les enjeux du gaz de schiste, et pour en arriver à ce qu'on va voir un peu plus loin, à ce que les citoyens soient finalement informés. Donc, en nous trois, nous avons donné probablement plus de 200 conférences à l'heure actuelle et avons rejoint plus de 10 000 personnes. Donc, la base du regroupement, c'est une base qui est territoriale. Au début, elle était locale, mais pour des besoins d'organisation, on a dû avoir une base, un découpage régional, donc 5 régions. Comme on le voit dans la prochaine diapositive, ces régions-là, il y a eu des réorganisations. Il y a eu dans le temps, temporellement, la région centre a été établie à partir de mars 2013, etc. Donc, on peut voir que là, on a dû se réajuster au fur et à mesure que la mobilisation prenait forme. Au sein du regroupement, il y a un porte-parole, il y a des coordonnateurs interrégionaux, des coordonnateurs régionaux adjoints, et à l'heure actuelle, on est en train de tabler sur un coordonnateur qui serait plus thématique selon les enjeux du moment. Donc, nos marques, je pense que vous les connaissez bien, nos pancartes rouges avec lettres jaunes, notre logo, et évidemment, nos manifestations à partir de août 2010 jusqu'à Lac-Mégantic la semaine dernière. Donc, il y en a eu plus d'une cinquantaine. Faut remarquer que déjà au 18 juin 2011, à peine un an après qu'on se soit soulevé, eh bien, on était déjà autour de 15 000 personnes. Et évidemment, on était bien entourés, comme vous pouvez le voir. Autolutteuse, Pauline Normando. Elle est là? Oui, 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 elle est ici, exactement. Je l'ai vue sortir exactement à quel endroit, sur quelle rue, et puis elle nous a un peu coupé le chemin et elle a pris la banderole. Mais ça, c'est des détails qu'on pourra parler plus tard. Ensuite, au mois d'avril 2012, sous l'impulsion de Dominique Champagne, mais aussi du regroupement interrégional, est arrivé un phénomène que j'appelle peut-être un peu anormal, d'avoir 200 000 Québécois comme ça à Montréal, de toute provenance, pour former une main. C'est quand même intéressant en termes d'acceptabilité sociale ou de non-acceptabilité sociale. Il faut le voir, on peut le voir dans les deux sens. Et par contre, le jour de la Terre qui a suivi, au mois 21 avril 2013, on voit encore nos pancartes avec aussi nos grands panneaux avec l'air, l'eau, l'air, le sol, avec le nom des municipalités, toujours présents, mais autour de 20 000 personnes. Je n'ai pas exactement personne dans le décompte probablement, mais autour de 20 000 personnes. L'opération, vous n'entrerez pas chez nous, on en a entendu parler. 37 000 citoyens, il y a eu un premier dépôt le 18 avril 2012.
Et puis, 17 février 2014, on a ramassé de nouveau 25 000 signatures. Un prochain dépôt aura lieu dès qu'il y aura de l'activité à l'Assemblée nationale. Donc, si on regarde, c'est un graphique que j'ai fait à partir de différents sondages. Les premiers ici, ça va bien parce que c'était la même firme de sondage, donc on peut peut-être se fier. Et on peut voir que pendant la première année de mobilisation, les gens qui étaient en défaveur sont passés de 30 à 70 %. Évidemment, il faut tenir compte aussi des indécis qui étaient assez nombreux au début, puis au fur et à mesure que la mobilisation s'effectue, sont de moins en moins nombreux. Et j'ai effectué, après répartition, une espèce de personnes qui seraient probablement en défaveur s'ils étaient connaissants du dossier. Et on arrive à quelque chose de l'ordre de 80 %. Et l'appui ou les gens qui sont en défaveur de la filière semblent se maintenir jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, comme je vous dis, c'est une courbe, mais évidemment, les questions ne sont pas nécessairement toujours les mêmes, mais ça démontre bien que, en termes de gaz de schiste, et même la plupart des gens qui sont favorables à l'industrie pétrolière disent « Ah, il ne faut pas faire comme le gaz de schiste ». C'est exactement la même situation, selon moi, là, mais pour eux, « Ah, il ne faut pas faire comme le gaz de schiste », probablement à cause de ces résultats des différents sondages. Donc, au sein même du regroupement, il y a eu plusieurs changements de paradigme. Au fur et à mesure qu'il y avait des rencontres qu'on appelle les interrégionales qui se sont tenues au centre du Québec, eh bien, évidemment, au début, ben oui, moi, j'en veux pas de ça, là, c'est trop bruyant, ça fait trop de bruit, puis bon. Et puis, après, ben, on veut quoi? On veut un moratoire. Quel moratoire? Là, évidemment, ça commence à discuter. Des gens qui sont pour ci, pour ça, et puis il y a toujours des petites dissensions, on perd du monde, on en gagne d'autres, c'est pas évident. Finalement, non au gaz de schiste, c'est devenu clair. Et ensuite, non à la fracturation, c'est devenu clair aussi parce qu'on a su que les produits chimiques risquaient éventuellement d'affecter les nappes phréatiques, et puis bon, on n'y va pas. Mais en disant non à la fracturation, ça veut dire non au pétrole de schiste, si on est logique là. Et d'autant plus que sur la rive nord du Saint-Laurent, on a coexistence, on a du gaz et on a aussi du pétrole. Donc, selon les régions, les différents bassins sédimentaires, on peut avoir coexistence ou prépondérance de l'un ou de l'autre. Donc, ici, il y a eu des problèmes parce que nous, c'était non au gaz de schiste. Et là, il va falloir changer notre marque de commerce. Est-ce qu'il va falloir changer nos règlements, etc., nos statuts? Est venu finalement, sous l'impulsion de plusieurs, ben écoutez, il faudrait être plus généraliste, puis dire, bon, ben, tant qu'à dire non à la fracturation, d'ailleurs, les Français l'avaient déjà fait, nous, c'est non aux hydrocarbures de roche. Ça inclut exactement ce qui se passe maintenant, les roches de réservoirs étanches, etc. Et dernièrement, depuis à peine un an, mais avec les mouvements citoyens aussi qui se sont opposés aux oléoducs, là on s'est dit, puis avec évidemment le phénomène, la catastrophe de lac mégantic, les gens se sont dit, tiens, encore du pétrole de schiste qui est venu causer un impact parmi notre population. Parce qu'il faut bien noter que déjà à cette époque-là, le regroupement était implanté dans plusieurs régions administratives. Bien là, on s'est dit, écoutez, là, on ne veut pas extraire du pétrole, mais on ne veut pas non plus qu'il s'en transporte, que ce soit par rail ou oléoduc. Donc, ce chemin-là a été établi. Là où nous en sommes, c'est est-ce qu'il va y avoir, mettons, une nouvelle mission du regroupement pour dire non aux nouvelles infrastructures qui concerneraient les hydrocarbures? Non aux non conventionnels pour le forage offshore, et puis finalement non aux énergies fossiles. C'est ce qui est à souhaiter, mais disons que chacune de ces migrations-là ne se fait pas facilement. Il y a toujours des débats, et puis surtout quand il y a énormément de comités, et puis il y a des responsables de ces comités-là, c'est pas facile. Mais voilà la situation à l'heure actuelle. Et pour en revenir à la notion de territoire, il faut bien se rendre compte qu'au début, c'était vraiment au niveau local. Au
niveau municipal. C'est pour ça que la base encore du mouvement du regroupement, ce sont des bases, ce sont des comités locaux qui composent le regroupement. Mais rapidement, au niveau municipal, on a rencontré nos élus pour faire en sorte d'adopter des moratoires. Il y en a été question en avant-midi. Et puis, il y a eu le mouvement pour justement défendre l'eau potable au niveau municipal, ensuite au niveau provincial. Et là, la question se pose parce que de plus en plus, les gens se rendent compte que l'enjeu majeur, ce sont les changements climatiques, comme on l'a dit aussi dans cette salle. Et là, comment articuler le tout? Est-ce que l'argumentaire doit être revu? Parce que pour bien des gens, moi, c'est mon eau. Là, je leur explique, oui, mais de l'eau, si tu n'es pas là, ça va servir à qui? Et là, il y a comme un développement qui se fait. Donc, les écueils qu'on a rencontrés, c'est le projet de loi de moratoire sur le gaz de schiste. Il y a eu des annonces de fait. Et finalement, le 15 mai, il y a encore eu une annonce, mais qui a été présentée comme si c'était un fait. Et pour utiliser un terme de M. Foucault, c'est comme si là, on était dans une véridiction. On l'a énoncé, ça devient vrai. Il y a un moratoire. Tout le monde est convaincu qu'il y a un moratoire, autant à l'étranger que parmi la population, que parmi même les gens qui avaient signé l'opération « Vous n'entrerez pas chez nous ». C'est devenu « il y a un moratoire, pourquoi vous continuez? Qu'est-ce qui se passe? On a gagné, tout va bien ». Ça, c'était un problème. Deuxième problème, les poursuites légales qui ont fait peur aux élus et également aux citoyens. Ça, c'était peut-être plus au départ aux citoyens. Ensuite, c'était les élus. On n'a pas les moyens de se défendre. Finalement, tous les projets, ça a été comme saucissonné. Il y a eu, le BAP, l'EES, de nouveau un BAP. Évidemment, on a comme l'impression qu'on se fait toujours à dernière minute avertir, puis là on se dit, on ne peut pas laisser la chaise vide. Oui, on se présente, mais il y en a encore été question, Mme Prudhomme en a parlé et d'autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est manifeste, et finalement, la prédominance de la sphère économique, c'est incroyable, à chaque fois, c'est oui, mais on en a besoin pour les emplois, oui, mais ça va payer nos universités, nos hôpitaux, etc., ça revient toujours. Donc, ça, c'est le projet de loi 37. Comme vous pouvez voir, il y a une partie du territoire qui est comme protégée, mais c'est le territoire qui est plutôt populeux, alors que les zones un peu périphériques ne sont pas tenues en compte dans ce projet de loi 37. Et ce qui nous a permis un peu de passer la route, si on peut dire, c'est le fait qu'on se soit étendu géographiquement. Ça a fait que nos appuis, on en a perdu, on en a gagné. Et en ayant finalement un peu conquis le territoire au fur et à mesure qu'on se déplace peut-être du cœur qui était vallée du Richelieu, région de Bécancour, eh bien on se rend compte que là, d'autres mouvements, d'autres groupes luttent contre les hydrocarbures. Donc, on est en train de les coaliser. Et la résilience vient aussi du fait qu'il y a une organisation qui s'est mise en place, des réorganisations, comme on peut s'en douter. Et par contre, ça peut parfois être un écueil parce que là, il y a de la gouvernance au sein même de notre groupe qui commence parfois à jouer. Donc, à long terme, les pistes de solutions que je vois, c'est peut-être un engagement vraiment politique des citoyens, ou alors que les citoyens vraiment rédigent des règlements, des lois cadres, pour qu'on soit vraiment écouté, que ça ait un impact. Et l'autre axe peut-être de solution, c'est la création d'un front commun avec d'autres grands groupes. On parle peut-être à des acteurs sociaux, des syndicats, etc. On a rencontré évidemment des fédérations comme les chasseurs et pêcheurs, etc. On a des appuis, mais il faut que ça se concrétise. Voilà, merci.